Bonjour. Certains et certaines d'entre vous l'ont deviné, la citrouille 4 contient la citrouille 5, c'est une citrouille matrioshka. Pour l'instant, nous n'avons pas vraiment travaillé sur des propositions qui se suivaient. Enfin, en apparence, nous n'avons pas vraiment travaillé sur des propositions qui se suivaient. Évidemment, pour arriver à un exercice aussi simple que celui de la citrouille 4, poser 5 questions en dehors de la boîte, 5 questions ouvertes sur une œuvre, il faut faire déjà un long chemin. Et ce long chemin, il se trouve que les circonstances nous ont donné l'opportunité de le faire ensemble et séparément. Nous sommes là au cœur, vraiment au cœur du travail de l'interprète. Un interprète, c'est quelqu'un qui prend une œuvre entre ses mains. Cette œuvre, c'est un objet en volume. Il faut la considérer comme un objet en volume sous des aspects différents, la réorienter, changer de point de vue, c'est-à-dire la mettre en question, la remettre en question. La remettre en question, c'est un peu la remettre sur les rails, c'est lui remettre du sang et du souffle dedans. Nous pratiquons un répertoire qui est extrêmement réduit. J'espère que cela sera de moins en moins le cas. J'espère que beaucoup de nouvelles œuvres viendront s'ajouter à notre répertoire, mais on sait très bien que certaines choses que nous travaillons ensemble, vous allez les chanter toute une partie de votre vie, voire même toute votre vie. Il est donc essentiel, quand une œuvre se présente à nous, d'arriver jusqu'à ce moment de la questionner, et de la questionner avec notre fantaisie. Parce que ces œuvres arrivent et au départ, elles se présentent à nous en deux dimensions, comme quelque chose d'à plat, comme quelque chose de déjà écrit. Et on oublie qu'en fait elles sont des volumes, qu'en fait elles sont comme des bâtiments pleins de couloirs, de balcons, de galeries, de passages secrets, d'escaliers, de caves, de greniers, d'endroits où vous seul pouvez aller, vous seul pouvez nous emmener. Donc, je suis très heureuse que nous soyons à ce moment-là, au moment où vous avez remis l'œuvre en question dans un exercice. Pour certains, la simplicité de cet exercice a été coûteuse parce qu'on avait travaillé autrement, on avait fatigué l'écriture, j'avais demandé des formes plus longues, parce que c'est frustrant aussi. C'est un moment de frustration, le moment où on doit formuler et non pas simplement laisser courir ou pressentir. Le passage à la formulation est toujours une séparation. C'est toujours un moment qui coûte. C'est un moment où on se sent seul et on se sent bête et on se sent mal outillé souvent, tant notre façon de mettre en mots les interrogations que provoque cette œuvre en nous nous semble dérisoire par rapport justement à ces interrogations, à ce qu'elles ont de vaste, et à la peur aussi qu'on a de formuler quelque chose qui aurait été déjà dit, déjà fait, déjà entendu. Quelle importance. Nous sommes maintenant. Le geste se produit maintenant. Et donc, maintenant, c'est la citrouille 5. La citrouille 5, c'est la suite logique de la citrouille 4. Certains et certaines d'entre vous ont déjà un peu anticipé dessus, et d'ailleurs vont s'en mordre les doigts, parce qu'évidemment, je vais inventer une règle qui va vous obliger à un contournement. C'est mon travail d'inventer des règles qui vous obligent à un contournement, à prendre l'autre chemin, à prendre non pas le chemin le plus rapide, celui du loup, mais bel et bien celui du petit chaperon rouge, qui est le chemin le plus lent,
chemin dans la forêt. Donc, nous avons posé des questions, vous avez posé des questions. Maintenant, on va tenter d'y répondre. Alors, comment est-ce qu'on répond à une question ouverte? Comment est-ce qu'on répond à une question qui concerne une œuvre? Si on veut conserver ce volume, la richesse de ce volume, la richesse de ces 3 dimensions qui la composent, certainement pas par une réponse, certainement pas par une réponse unique, en tout cas certainement pas par une affirmation. Et c'est pour ça que ce que je vous propose dans cette nouvelle citrouille, c'est de formuler des hypothèses. Pour l'élaboration de ces hypothèses, je voudrais vous parler du travail d'un romancier, d'un performeur aussi, qui s'appelle Anne James Chatton, qui fait partie d'un mouvement qu'on appelle la poésie sonore et qui a écrit, il y a quelque temps, un livre qui s'appelle L'affaire Lapérouse. Dans l'affaire Lapérouse, Anne James Chatton s'intéresse à ce qui s'est passé avec la dernière expédition de Lapérouse. Lapérouse, vous en souvenez, c'était un capitaine de vaisseau, on est vers la fin du XVIIIe siècle en France, et on le charge d'aller compléter en fait les informations qui ont déjà été collectées par le capitaine James Cook dans l'océan Pacifique. Donc c'est une grosse expédition qui part là-bas et qui disparaît corps et biens en 1788. La petite histoire raconte que Louis XVI montant à l'échafaud, c'est ma dédicace pour Lucie, Louis XVI montant à l'échafaud aurait dit « Mais a-t-on des nouvelles de Lapérouse ?» C'est-à-dire que tout le monde parlait de cette affaire, les langues allaient bon train, c'était un sujet d'actualité brûlant, que cette expédition qui s'était perdue à l'autre bout du monde, dans un autre bout du monde. On a envoyé évidemment une expédition de secours qui a récolté des informations et puis au fil du temps, évidemment, des scientifiques aussi se sont penchés sur cette affaire. Ce que je veux dire, c'est qu'on a un corpus existant historique. Le travail que fait Anne James Chatton, lui, n'est pas un travail d'historien. C'est un travail de poète et de romancier. Et cet aspect-là, évidemment, se rapproche beaucoup de ce que nous faisons. Un travail de poète, un travail d'imagination. Donc, dans l'affaire Lapérouse, il va émettre 22 hypothèses concernant la disparition de l'expédition dans l'océan Pacifique. Hypothèse numéro 4, la maladie. Et si ce n'est pas l'une des espèces de poissons mentionnées dans l'hypothèse numéro 3 qui aura eu raison des marins, cela aura pu être le fait d'une épidémie survenue à bord de l'un ou l'autre des bateaux. Les matelots auront pu contracter le scorbut, une fièvre pestilente ou maligne, sans doute un paludisme pernicieux, ou alors une fièvre continue pourprée et pestilente, ou alors une fièvre simple ou intermittente, la malaria due aux moustiques dans l'eau croupissante du fond de cale, ou alors une fièvre putride telle la typhoïde, ou plus souvent le typhus en raison des nombreux poux du corps vivant de la malpropreté des hommes, ou alors une fièvre éruptive telle que la rougeole, ou alors la variole, ou alors la scarlatine. Hypothèse numéro 8, la mauvaise rencontre. Faisant relâche sur un atoll mal fréquenté afin d'y faire provision d'eau et de victuailles, il se sera rincé le gosier dans un bistroquet en compagnie d'une canaille qui l'aura oxy avec son canif pour lui piquer son avoine. Ou alors, il se sera jeté une vinasse dans un rade en compagnie d'un coquin qui l'aura zigouillé avec sa lame pour lui dérober sa fraîche. Ou alors, il se sera enfilé une bière dans une taverne en compagnie d'une fripouille qui l'aura tailladé avec son surin pour lui marauder son blé. Ou alors, il se sera envoyé une rinsure dans un cafeton en compagnie d'un malandrin qui l'aura crevé avec sa lamelle pour lui étouffer son quibus. Ou alors, il aura sifflé une piquette dans un perche en compagnie d'une crapule qui l'aura trucidé avec sa dague pour lui carotter son pèse. Ou alors,
il aura partagé une pisse d'âne dans un loup en compagnie d'un gredin qui l'aura suriné avec son rasoir pour lui souffler sa thune. Hypothèse numéro 12, l'attaque d'un animal marin. Son navire aura pu être attaqué par un animal marin, seul ou accompagné. Plusieurs spécimens répondent parfaitement au profil de l'agresseur. Le cérid géant, dont un individu vivant de plus de 70 cm de longueur a justement été trouvé près de l'Australie et qui fait maintenant partie de la collection du musée de M. Delessert à Paris. Imaginez un banc de tel animal s'agrippant à la coque du navire. Celui-ci s'alourdit, prend de la gîte et finit par sombrer. Le tridacné ou grand bénitier de 300 kg, comme on peut en voir un exemplaire dans le trésor royal de François Ier, lequel spécimen lui fut offert par la République de Venise. Un tridacne affamé d'une telle dimension ne ferait qu'une bouchée d'une frégate française. Le kraken, ou calamar gigantesque, poisson montagne, comme le nomment les Scandinaves, ou encore appelé encornet géant par Linné, qui peut mesurer jusqu'à 30 pieds et peser 70 livres, est un sérieux client. Le capitaine Jean-Magnus Dens certifie en avoir vu un près de la Chine en 1790, dont un seul bras mesurait 50 pieds. Et enfin, l'hypothèse numéro 19, la Robinsonade de groupe. Après avoir accosté sur une île déserte, suite à un effroyable naufrage, les survivants auront fabriqué une lentille pour allumer le feu, un arc, des flèches, des briques, un four, des pots, des tasses, des assiettes, des cuves, un soufflet de peau, un tuyau en fer réfractaire, une forge, une pince, une tenaille, une pique, une pioche, une hache, des lames de rabot, des hachettes, des scies, des ciseaux de charpentier, des fers de pelle, des marteaux, des clous, une échelle de corde, un canot, des bougies, des paniers, des corbeilles, une pirogue, un pont, un corral, une basse-cour, un pigeonnier, une palissade, un chariot, quelques douzaines de paires de chaussettes et des chemises de drap, des chaussures en cuir de phoque, des hameçons, un four à verre, des vitres, des bouteilles, une machine à fouler la laine, de la toile de feutre, un moulin à foulon, des couvertures, un moulin à vent, un télégraphe, une pile à courant constant, un calicorne, une grue, des cages à poules, matériel auquel vint s'ajouter celui trouvé dans un coffre sur la grève, soit 3 couteaux à plusieurs lames, 2 haches de bûcheron, 2 haches de charpentier, 3 rabots, 3 herminettes, un bisaigu, 6 ciseaux à froid, 2 limes, 3 marteaux. Vous aurez remarqué le côté évidemment enquête policière, c'est l'affaire La Pérouse. Vous aurez remarqué que dans chaque hypothèse, en fait, il décline l'hypothèse avec un certain nombre d'entrées, soit en la reformulant, à la manière un peu des exercices de style de Raymond Queneau, c'est ce qu'on voit sur la première hypothèse de la mauvaise rencontre, l'hypothèse numéro 8 de la mauvaise rencontre, ou alors en listant des choses, ou alors dans l'hypothèse d'un animal qui aurait attaqué le bateau, évidemment, il propose différents animaux. On s'appuie là-dessus et voilà précisément en quoi va consister notre citrouille numéro 5. Vous allez choisir une question dans le catalogue des questions que je vais éditer suite à votre citrouille numéro 4. Vous allez choisir une question qui aura été formulée par quelqu'un d'autre que vous. Et à cette question, vous allez apporter 3 hypothèses de réponse. Chaque hypothèse, j'aimerais que vous la conceviez comme un bloc noir, c'est-à-dire que je ne veux pas qu'une hypothèse soit une fois de plus une affirmation. Une hypothèse est une hypothèse, il faut la construire. Donc j'attends de votre part 3 paragraphes, 3 hypothèses. Je dis bloc noir, c'est une expression qui est de Marguerite Duras.
pour répondre à cette proposition, cette question ouverte qui est donnée. J'insiste, prenez-la chez les autres, pas dans les vôtres, auxquels vous avez probablement déjà commencé à apporter une forme de réponse. Si néanmoins vous souhaitez en faire plus d'une, vous êtes évidemment les bienvenus. Voilà, j'attends vos textes pour le temps que l'édition en ligne se fasse. Ça risque de traîner un petit peu, donc pour lundi prochain, on va dire. Pour le lundi, comment il s'appelle ce lundi? Pour le lundi 25 mai. Bonne semaine.